je ne vais pas vous embêter avec quelques centaines d'années, on va dire, il y a un peu plus de 5000 ans, c'était l'âge du cuivre. Après l'âge du cuivre, arrive l'âge du bronze. Et là, les choses se compliquent. Pourquoi elles se compliquent? Tout simplement parce que l'âge du bronze, c'est l'âge où il faut être capable de fabriquer un alliage. Le cuivre, il faut trouver simplement du minerai de cuivre, et chez nous il y en a, hein, il n'y a pas de problème. Le bronze, c'est un alliage de cuivre, d'étain, avec un savoir-faire, et un savoir-faire qui demande un combustible, parce qu'il faut arriver à chauffer suffisamment pour passer de nos deux métaux natifs, le cuivre et l'étain, pour obtenir cet alliage qui est le bronze. Et c'est là où on se dit que c'est une société qui se complexifie, parce que le cuivre, encore une fois, il y en a chez nous. Il y en a surtout en altitude. Pour faire cet alliage, le combustible qu'on utilise, c'est le bois. Le bois, il y en a abondamment, mais il est plus abondant dans les basses vallées, en plaine. Donc ça veut dire que soit on va monter le bois, soit on va descendre le cuivre. Par contre, chez nous, il n'y a pas d'étain. Et ça, tous les historiens sont à peu près d'accord sur la chose. L'étain le plus proche, il se trouve en Bretagne, en Cornouailles, ou dans l'Europe centrale. Et ça, c'est quelque chose qui commence à être bien connu. Ce sont les circuits de l'âge du bronze qui font qu'on était capable d'avoir des transports à l'échelle européenne avec des échanges. Celui qui avait besoin d'étain échangeait contre quelque chose à celui qui pouvait en fournir. Il y avait certainement déjà une spécialisation en transport avec des routes de l'étain à travers cette Europe préhistorique. Et donc, on sait que dans les Alpes, alors là on va dire il y a 4000 ans, hein, le début de l'âge du bronze, c'est entre moins 2000 et moins 1800, il y a 4000 ans, on a la fabrication d'objets en bronze chez nous, dans les Alpes. C'est là où on peut commencer à parler du site sur lequel Moutier est installé aujourd'hui, parce qu'on a retrouvé sur ce site, au XIXe siècle, une petite hache ciseau datant de l'âge du bronze. Alors, hache ciseau, n'imaginez pas une hache à proprement parler, c'est un petit objet avec lequel on peut d'un côté trancher et de l'autre creuser. Ça a plus les dimensions d'une gouge que les dimensions d'une hache. Ce qui est malheureux, c'est que parfois les préhistoriens doivent être distraits. La hache ciseau de Moutier, elle a été renseignée, on a une reproduction sous forme de dessin, on a les cotes, etc. Mais on l'a perdue. Bon. Qu'est-ce qu'elle signifie? Est-ce que ça veut dire, parce qu'on a trouvé une hache ciseau sur le site de Moutier, est-ce que ça signifie que il y avait des gens qui habitaient sur ce site il y a 4000 ans? Je ne pense pas. Je ne pense pas, enfin, à la limite vous allez dire, peu importe ce que je pense, mais c'est qu'il y a quand même des spécialistes qui ne le pensent pas. Pourquoi? Parce que imaginez que dans 4000 ans, on trouve une paire de lunettes au sommet de la Saulière, on va peut-être en déduire qu'il y avait une ville au sommet de la Saulière. C'est pas parce qu'on a perdu un objet quelque part que forcément le quelque part était un lieu habité. Et il est peu probable qu'il y a 4000 ans, il y ait eu des habitations à Moutier. D'abord parce que les habitations de ces époques sont beaucoup plus sur les belvédères qu'en fond de vallée. Et Moutier a une configuration très particulière, ne serait-ce que parce que les glaciers, quand ils se retirent, ils laissent de l'eau.
Et suivant la nature des roches, on aura des vallées très évasées, on aura des vallées très étroites. Bon, qu'est-ce qui se passe quand on quitte Moutier? On a un long défilé qu'on appelle le défilé de Ponceran, qui en gros va de Moutier jusqu'à Aigueblanche, du Ciboulège jusqu'à Aigueblanche. Ça veut dire que là, on a une roche qui est beaucoup plus dure, on a ce qu'on appelle des verrous, et des verrous, il y en a beaucoup en Tarentaise. Il y a le verrou de Villette, il y a c'est un double verrou, il y a Villette et le Siex. Il y a autour de Moutier, il y a cette configuration, il y a le verrou avec le pas de Briançon, il y a le verrou de Sevin, etc. Donc il y a ces moments où d'un seul coup, la vallée devient très étroite, et donc ça veut dire que derrière, il y a eu autrefois des accumulations d'eau. Et Moutier a tout à fait la configuration de ce qu'on peut appeler un lac glaciaire, c'est une cuvette. Et on peut penser que, alors que les hauts pouvaient déjà être habités, le bas était, sinon encore un lac, du moins très marécageux. Il ne faut pas oublier que là, on fait un grand bond en avant au XVIIe siècle, hein, c'est-à-dire il y a 4 siècles. Dans les textes, quand on parle de la zone des salines, très souvent, le mot qui vient sous la plume de ceux qui écrivent, ils disent c'est l'île. L'île, pourquoi? Parce qu'il y a certains moments de l'année, avec le Doron d'un côté et l'Isère de l'autre, on a une situation quasiment insulaire. On sait très bien qu'aujourd'hui encore, la nappe phréatique à Moutier, elle n'est pas très profonde. Donc, à cette époque du bronze, même si on a retrouvé un objet de l'âge du bronze à Moutier, il est très peu probable qu'il y ait eu de l'habitation. Alors, dernière étape dans ces âges des métaux, on arrive à l'âge du fer. Chez nous, ça correspond à peu près à l'arrivée de ceux qu'on appelle les Celtes. Alors, les Celtes, ce sont ceux qui ont fait l'Europe. Hein. On nous rabat souvent les oreilles avec les racines chrétiennes de l'Europe, mais l'Europe, elle a d'abord été celte. Les Celtes, ce sont ces peuples venus d'Asie, sans doute au départ, qui ensuite ont stationné en Europe centrale. Et les Celtes, on va les retrouver jusque dans tous les Finistères. Les Celtes, c'est pas simplement des gens qui ont un bignou, une jupe et qui défilent en jouant du bignou. Les Celtes, c'est ceux qui sont installés en Espagne, au Portugal, etc., enfin dans toute l'Europe. Donc les Celtes se sont installés dans les Alpes, avec là aussi les choses évoluent. Autrefois on disait les Celtes sont restés dans la plaine et donc les Ligures ont été repoussés dans les hautes-vallées. Donc je pense qu'il y a des hautes-vallées qui sont celto-ligures. Ça veut dire qu'il y a eu à la fois, il y a eu cette cohabitation entre les Celtes et les Ligures. C'est très visible chez nous en Tarentaise. Pourquoi c'est visible? Ben, tout simplement parce que quand on regarde ce qui nous reste de plus important, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Ils nous ont laissé les noms de lieux, les toponymes. Et on a énormément de toponymes celtes. Donc s'ils n'étaient pas installés chez nous, nous n'aurions pas ces toponymes. Donc on est devenu des celto-ligures, c'est-à-dire un mélange entre ces Méditerranéens qui étaient arrivés plus tôt et les Celtes qui arrivent pour les premiers vers le 7e siècle avant l'ère chrétienne. Les plus connus, qui arriveront en gros il y a 2500 ans, ce sont les fameux Allobroges, puisque les Allobroges sont des Celtes, et les Allobroges vont construire une grande cité alpine dont les lieux les plus importants étaient les ancêtres de Genève, Vienne, au sud de Lyon, et Grenoble. Ça, ce sont des cités celtes déjà très importantes. Alors, à l'époque celte,
il y a, parmi les toponymes, il y a un toponyme, enfin plutôt un hydronyme, c'est-à-dire un nom de cours d'eau, qui est la racine. C'est compliqué parce que les racines anciennes, ce qui est important, ce sont les consonnes. Mais un mot dans lequel il n'y a que des consonnes, je vous mets au défi de le prononcer. Donc il faut bien mettre une petite voyelle de temps à autre. Donc on dit que c'est la racine d'or ou la racine dure. Ce qui est important, c'est qu'on va trouver un grand nombre de mots dans lesquels on aura toujours les lettres D et R. Alors, chez nous, celui qu'on trouve le plus répandu, c'est Doron. Doron de Champagny, Doron de Pralognan, qui se rejoignent, ça devient le Doron de Bozelle, il y a le Doron des Allules, il y a le Doron des Belleville, qui se rejoint avec le Doron de Bozelle, à Salins, ça devient le Doron tout court au moment où il se jette dans l'Isère Amitié, mais il y a aussi le Doron de Beaufort, il y a des diminutifs, il y a des Dorinets, etc. Mais ce n'est pas propre à la tarentaise, simplement ça se décline de manière différente. Quand on est en Haute-Savoie, il y a les Drances. Quand vous êtes en Val d'Ost, il y a la Douar, et quand vous êtes dans le Val de Suse, il y a aussi la Douar. Quand vous descendez plus au sud, vous avez la Durance. Et si vous allez en Espagne, au Portugal, vous avez un cousin peut-être éloigné, mais c'est un cousin celte de la même famille, c'est le Douro. Alors pourquoi j'insiste sur cette racine? C'est tout simplement parce que ce mot que nous on connaît avec Doron, il a donné aussi Darontasia. Et Darontasia, les plus jeunes vont dire c'est le nom de mon école. Et puis si on veut bien faire une petite gymnastique linguistique, sachant que comme nous on change, eh bien les mots ils changent aussi au cours de leur histoire. Donc à un moment donné, il y a eu un glissement qui est assez courant. Le D initial est devenu un T. Et vous voyez bien que quand vous passez de Darontasia à un mot qui commence par un T, vous obtenez Tarantasia et vous arrivez à Tarentaise. Donc, ça veut dire que grâce à nos Celtes, on arrive maintenant à un mot qui a d'abord désigné une cité. Alors, cette cité, quand est-ce qu'elle est apparue? Parce que c'est la question de départ, hein. Vous allez vous dire, enfin, il n'a pas oublié. On ne sait pas vraiment.